identifiez-vous? Ah ouais, moi, c'est Marie-Thérèse Maillé, ancienne résidente du 329 Cathy. Si je commence un peu l'historique, c'est la petite fille qui arrive dans dehors. Moi, mon mari était natif de Longue-Pointe, de Saint-François d'Assise. Mais comme on dit, qui prend mari, prend pays, moi, j'arrivais, la petite fille de la ville qui venait s'installer en campagne. Mon mari qui construit avec le peu d'argent qu'on avait, là, on s'installait sur le bord du fleuve, puis c'était la place qu'on passait notre vie, puis qu'on élevait nos enfants. Il a commencé à construire en 49, on s'est mariés en 51. Puis depuis ce temps-là, là, à venir jusqu'à maintenant, on a toujours habité le 329 Cathy. Quand on a commencé, comme je dis, c'était la petite fille de la ville qui arrivait en campagne, puis c'était vraiment la campagne. On n'avait pas un yacht, mais on avait un moteur hors-bord, puis on allait se promener au fleuve, on avait accès. Si on allait à la Caisse populaire, on allait au village. Parce que Cathy-Bruneau, c'était quasiment considéré comme des rangs, ça. On était un petit peu à l'écart, puis... C'était des champs, c'était vraiment la campagne. Ça a commencé à se détériorer quand on dit, là, en 5 ans, on s'est mariés en 51. En 53, la gyps qui commence à se construire. Sans préavis, les pancartes faisaient face au fleuve. On savait même pas c'était quoi qui se construisait là. Sauf qu'on en a pris connaissance quand ça a commencé à creuser puis à installer des pylônes d'acier, là, puis que tout branlait dans la maison. Moi, je me souviens de ma collection de verres soufflés que je ramassais en bas des tablettes, puis je l'ai perdu, ma collection de verres soufflés. Après ça, on peut dire, il y a eu le pont-tunnel aussi, ça a commencé là aussi. Ça a été une autre détérioration parce qu'il y a eu des tailles de chemin de fer qui sont ramassées dans les égouts, ça a inondé. Il y a des sous-sols qui ont été inondés dans les deux rues aussi. Ça, c'est en 66. Hydro-Québec qui nous a commencé à nous construire sa tour en 67 avec les fils de haute tension qui vont de l'autre côté du fleuve. Là, on parle de champs magnétiques, puis on se demande encore qu'est-ce qui arrive avec tout ça. Après ça, ça a été, bien là, c'est la débâcle qui commence avec l'expansion du port. Là, c'est des sheds qui se construisent, c'est des trains qui commencent. On est rendu en 85-86. Ça s'est fait graduellement. Sauf qu'on peut dire là, que la débâcle, c'est 86-87, quand Cast est arrivé, puis qu'ils ont exproprié Saint-Just-le-Payeur. Là, ce que ça a fait, c'est que quand ils avaient enlevé le Payeur, Curato, Saint-Malo, prendre l'expansion pour le pont-tunnel, là, ils ont continué avec Saint-Just-le-Payeur. Ce qui est arrivé, c'est que Cathy-Bruneau, on restait les seules résidences au sud de Notre-Dame. Quand on parle là, du parc Belle-Rive à aller au Vieux-Port, on était les seuls résidents. Moi, je montrais ça aux gens, ça map, là, puis je leur disais, cherchez l'erreur. Quand on voit là, les maps de la CUM, que tout est en mauve, c'est de l'industrie lourde. Puis on voit deux petites rues, là, Cathy-Bruneau, c'est résidentiel, ça. On était dans une enclave, là, comme ça se peut pas. Là, Cast qui prend de l'expansion, c'est les conteneurs, c'est les trains, c'est la poussière, il y a du vrac. Jusqu'en 80, on faisait des revendications, là, mais on savait pas où s'enligner. C'est en 86 qu'on décide, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Puis là, on s'est formé en comité, mais un comité structuré. C'est là qu'on m'a demandé, là, je sais pas si c'est parce que je parlais plus fort que d'autres, on m'a demandé de prendre les rênes du comité de citoyens. Et puis là, les revendications qu'on a pu avoir faites d'un gouvernement à l'autre, on s'adressait au port, c'était fédéral.
on s'adresse aux provinciales parce que c'est eux autres qui donnent les permis pour l'expansion. Là, on s'adressait aux municipales parce que nous, on habite à Montréal. Puis il y a la clôture, puis chacun dit, ben c'est pas moi, c'est lui. Où ça a commencé à dire là, que ça n'a plus de bon sens, puis qu'on s'est bien rendu à l'évidence qu'on ne pouvait plus faire déménager le port. Il était là, puis il était là pour rester, puis il était chez lui, puis il nous le faisait sentir. On allait rencontrer les gens du port, puis ils nous disaient, ben on génère des emplois, on est chez nous. C'est là qu'on a réalisé là, le dernier déversement de charbon en 93, qu'on a dit, ben ça n'a pas de sens. Puis le port, malgré toutes ses bonnes volontés, puis leurs promesses qu'ils nous disaient, qui étaient pour améliorer la voie ferrée, qui étaient pour asphalter des chemins, même à ça, ça ne pouvait pas améliorer notre qualité de vie. La seule façon, c'était l'expropriation. Puis on se disait, ben s'ils ne peuvent pas améliorer, ben c'est nous qui avons pu faire là. C'était la seule solution qu'il y avait. À ce moment-là, là, tu te débats. Parce que là, il y a une élection provinciale. Tu rencontres les politiciens. Tous les députés viennent faire leur tour puis te font des promesses. Il y a une élection fédérale. Tu fais encore pareil. Il y a un remaniement ministériel. Tu t'étais adressé à un ministère de l'Environnement. C'est plus lui qui a ton dossier. C'est à recommencer. Le maire Doré qui vient dans notre cuisine puis qui nous dit, ça c'est en 86, son premier mandat, puis qui nous dit, ben ça n'a pas de bon sens, il faut vous exproprier. Puis 2 mandats plus tard, qui dit, ben Cathy Bruno, il y a d'autres problèmes plus urgents à Montréal. Ça a pris un recours collectif que là, je me suis rendu en cours puis actionné toutes les compagnies qu'il y avait au port, là, puis on dit, bien, c'est 4,5 millions, on ne peut pas partir, bien, vous allez nous dédommager. Puis je pense que c'est ça qui ont enclenché, là, que ils se sont bien aperçus, parce qu'avec devant le juge, c'était gagné d'avance, notre cause. On avait des jurisprudences, là, c'était gagné d'avance. Ça leur a coûté beaucoup plus cher que d'exproprier. Je pense que c'est ça qui a déclenché. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, puis parlez-moi des problèmes que ça causait chez vous, tout ce remue-ménage-là. Okay. Finalement, quel effet ça avait sur vous au quotidien? Là, je parle peut-être de la pollution, le bruit, tout ça. C'est quoi les conséquences que ça causait pour votre vie? OK, quand je parle de débarque, là, c'est aussi les inconvénients que ça nous apportait, ça. Quand on dit, là, t'es en plein été, il fait beau, tu te couches avec les fenêtres ouvertes. Puis le lendemain, tu as un ménage à faire au complet dans la maison. Puis là, je dis pas juste épousseté, là. Il y en a partout. Parce qu'il y a eu un déchargement en vrac pendant la nuit, là. Puis tu te réveilles, là, c'est une tempête de poussière. Moi, j'avais une piscine. On l'a enlevée, ça nous coûtait une fortune en produits pour l'entretenir. Puis on la nettoyait le matin, puis si je me rebaignais l'après-midi, il fallait repasser. Le filtreur ne fournissait pas. Tu veux t'asseoir dehors, tu veux parler à ta voisine à côté de chez toi, faut que tu te cries parce que tu t'entends pas. Puis que tu écoutes la télé, soit que tu fermes ta fenêtre ou que tu montes le son. C'était rendu que tout le monde se crie par la tête dans la maison parce que c'est la seule façon de se faire comprendre. Le bruit, tu te fais réveiller en pleine nuit. Quand on dit pas vivable, là, c'est que tu pouvais même plus aller t'asseoir tranquille sur ta galerie. Le barbecue, c'était à pas y penser. On arrivait l'après-midi, on pouvait avoir un répit un dimanche après-midi de toute beauté. Le chiffre de 5 heures arrivait pour les trains. Puis si encore, quand je dis que le port avait dit qu'il ferait des améliorations, puis il entretiendrait la voie ferrée, les trains qui passaient, là, c'était un grichement, là, comme une craie sur un tableau. Puis ça, tant que le train enfilait, s'il y avait 30, 40 wagons, là, on avait ce grichement-là. Puis ça, c'était pas, là,
au coin de Notre-Dame. C'était à 2 terrains de chez nous. Fait que c'était de ne pas dormir, c'était de nettoyer à l'année longue, puis en plus que ça pouvait être de santé, on fait venir le médecin de santé communautaire, puis on apprend qu'il y a des déchargements de bauxite, il y a des déchargements de charbon, puis ça, c'est à ciel ouvert. Le vent prend là-dedans, on en respire. Quand on dit que c'était pas vivable, là, ça ne l'était vraiment pas. Le seul temps où on avait la paix, c'était l'hiver parce que les fenêtres étaient toutes fermées. Puis encore là, on avait les vibrations. Les cadres, toujours tout croche. Les horloges qui s'arrêtent. Les vibrations, les vitres, les portes d'armoire, la vaisselle qui s'entrechoque, c'était à ce point-là. Fallait vraiment le vivre là, pour voir ce que ça pouvait faire. Fait que quand on s'est dit, là, l'expropriation, c'est la seule façon, c'est vrai que c'était la seule façon. On n'avait plus notre place, là. Finalement, le progrès vous a chassé. Oui, il appelle ça le progrès, mais moi je dis que c'est quasiment un désastre écologique quand on y pense, là. Parce que si on regarde les familles qui étaient établies là depuis ce temps-là, là, comme je vous dis, moi en 49, quand on a commencé à construire, on arrivait en campagne, puis c'était la seule possession qu'on avait. On a construit la maison, mon mari a construit la maison, avec l'aide de ses frères puis de ses beaux-frères, mais à mesure qu'on avait assez d'argent, une heure supplémentaire, c'était une feuille de plywood qu'ils pouvaient acheter puis finir un appartement. On élève nos 3 enfants, c'était notre vie, c'était tout ce qu'on avait. Puis moi, je le prends que, pour le moment, là, je suis bien. C'est fini, c'est la paix. Mais mon mari, il en est encore traumatisé de ça, là. Parce qu'il a perdu, là, lui, il était bricoleur, puis c'est sa maison. C'est pas une maison qu'on a achetée, là, puis que c'est un contracteur, puis qui a donné ses ordres. Le moindre clou, le moindre armoire, le moindre rangement qu'on avait, c'est lui qui l'avait construit. C'est sûr que maintenant, on est bien, on est en appartement, on n'a plus de problème, on se dit, on est à la retraite, là. Mais c'était pas ça qui était notre itinéraire, là, puis notre planification, là. On passait notre vie, là. C'est un peu comme... vous aviez un rêve, mais vous n'avez pas pu... On l'a pas rendu au bout. C'est ça. J'essaie de trouver des questions. Vous avez fait... c'est pas mal clair. Je sais pas, y a-t-il d'autres choses que vous voulez ajouter à ça? J'essaie de voir, peut-être pendant cette période-là, de 86 à aujourd'hui, vous en avez parlé, les changements de gouvernement, ça a recommencé, les dossiers. Ça a été la menace, finalement, d'un procès qui a fait que les choses ont bougé. Ouais. Que là, ça a accéléré le tempo, là, finalement. Puis, la seule chose que je pourrais dire en conclusion, peut-être que c'est pas certain que ça se reproduirait, ça, parce que les gens, maintenant, sont beaucoup plus vigilants. S'il y a des projets qui se font, les gens sont au courant, puis ils peuvent contester avant que ça se fasse. Ce qui est arrivé, nous autres, c'est que ça s'est fait tellement progressivement, puis qu'on n'avait pas les organismes pour se défendre aussi, comme on les a maintenant. Mais moi, quand je dis que c'est un désastre, puis c'est pas exagéré dans mes mots, parce qu'il faut l'avoir vécu vraiment, là, pour voir ce que c'est. Mais comme je dis, je suis pas certaine que ça... Puis quand je parle, ils nous disent, allez-vous retourner vous installer sur le bord du fleuve? Je suis pas sûr que j'y retournerai sur le bord du fleuve. Quand on a rencontré le juge pour le recours collectif, puis que les avocats nous posaient des questions, c'était quoi notre idée? Où est-ce qu'il est, le port de Montréal? Puis le juge nous dit, le port de Montréal, il va jusqu'à Sorel. Ça fait qu'il n'y a pas personne, ça arrive du fleuve,
côté Montréal, là, je pense, qui est à l'abri que ça pourrait arriver. Ça voulait dire par là que les gens vont devoir être vigilants? Absolument. Absolument qu'il va falloir qu'ils soient vigilants puis voir ce qui se passe avant qu'il soit trop tard. Si on regarde, là, j'ai des maps là, qui va de 1912, qui part de 1912 à 1980. Puis on voit l'évolution là, du port de Montréal. On a juste une petite bande. Il y a la voie ferrée qui a servi un bout de temps. Quand on est arrivé en 1949, la voie ferrée était déjà affectée. Il n'y en avait plus de trains qui passaient. On avait accès au fleuve. Il y avait une bande gazonnée juste à côté de la voie ferrée. On était au fleuve. On était amarrés là, au coin de la rue Bruno, nos bateaux. Puis là, tout d'un coup, là, il y a l'Expo. Il commence à remplir avec pour faire les îles. Le port arrive tranquillement là, à partir de Viau, qui en prend un peu plus large. Ils font du remblai, ils construisent des quais. Ça, c'est dans les années 60 là, que le port commençait à arriver. On voit dans les années 80, il y a des sheds, des entrepôts, pas des entrepôts, on dit des sheds, il y a un mot français. Des hangars. Des hangars, qui commençaient vers la rue Cadillac. Puis là, dans les années 80, tout à coup, on les voit arriver, là, ils sont au pied de la rue Cathy puis de la rue Bruno. Puis plus ça va, plus le fleuve s'est éloigné. Là, ils ont pris jusqu'à Castres. Il y a le parc Belle-Rive qui est protégé, la promenade, là. Mais qui c'est qui dit qu'à côté, ils vont-tu isoler encore le parc Belle-Rive puis qu'ils vont continuer ailleurs puis ça va être un autre enclave? C'est là qu'on dit qu'il faut qu'ils soient vigilants. Puis, parce que quand on prend les rives du fleuve, puis si on dit que ça appartient au port puis que c'est territoire fédéral, puis que l'autre côté de la clôture qui dit, ben moi, je suis chez nous ici, je fais ce que je veux. C'est un bon message à retenir, ça. On va présenter ça aux gens de la promenade Belle-Rive. Oui. Bon, je vais juste répondre. Parlez-moi de cet interrogatoire-là. Comment est-ce qu'ils sont rompus? Bien, c'est l'idée que... Puis je pense que c'est une chose qui se fait, ça, avec toutes les... s'il y a un procès d'intenté, là, la partie adverse va vouloir t'interroger puis essayer de te mettre des bâtons dans les roues ou bien dire « Ah, on va l'avoir avec ça ». Fallait rencontrer tous les avocats. Fallait que je sois préparé puis que je sache vraiment où est-ce que j'allais puis dire oui, j'ai raison. Puis c'est pas vrai que quand l'avocat me demande d'après vous, c'était quoi le port de Montréal quand vous êtes venu vous installer ici? Mais moi, le port de Montréal, là, c'était la tour. L'horloge, ça, c'était le port de Montréal. Il n'y en avait pas dans notre coin, il n'y avait pas de quai. Puis que là, l'avocat te demande, c'est ça, là, je fais face à l'avocat de la GIPS, l'avocat de Castres, l'avocat de FEDNAV, l'avocat du port de Montréal, tous les gens là, qui étaient impliqués dans le recours collectif. Puis qui nous disent, ils avertissent mon avocat, on a 3 jours d'interrogatoire. Mais que l'avocat, je me souviens d'une question en particulier, l'avocat de la Canadienne Gypsum, Maître Prévost, qui me dit « Madame Maillet, pouvez-vous me dire, est-ce qu'il y a eu des changements depuis 86? » Lui s'attendrait probablement à dire « Oui, ils ont essayé. » Je dis « Oui, il y a eu des changements, c'est pire. » C'est pire parce que c'est là que ça a commencé en 86, quand Castres s'est installé. Puis quand ils nous disent là, qu'ils vont construire des murs anti-bruit, puis qu'ils vont pousser des arbres, puis que là, on regarde juste là, ce qui se passe au coin de Beaugrand présentement, là, en face de la Caisse populaire, il y a un mur, puis il y a des arbres. Mais il y a 5 étages de conteneurs, puis il y a 2 conteneurs qui dépassent du mur anti-bruit. Puis les grosses spotlights qui sont allumées toute la nuit, comme si on était au parc Jarry, là. Puis qui décharge un bateau. Un mur anti-bruit, va-tu arrêter ça?
Il n'y en a pas de solution là, ça. Pas pour dire on va améliorer votre sort, c'est impossible une fois qu'ils se sont implantés. C'est pour ça que je dis c'est important d'y voir avant qu'ils s'installent. Un bon message. L'inspecteur, là. Ça fait que on joue au golf demain, mais cancelle la partie de golf, là, parce que je rencontre un tel, où il y a une réunion. Ils ont gâché ma vie. Quand tu dis, là, j'ai 68 ans, ça fait 12 ans, j'avais toujours bien rien que 56 dans le temps, là. J'étais encore en forme, puis j'avais d'autres choses à faire que ça. Pendant 12 ans, ils vous ont coupé les journées. Beaucoup de journées. Si vous mettiez toutes les journées bout à bout, combien de temps vous évalueriez que vous avez mis? Moi, je peux calculer là, certaines périodes, là, je pourrais dire des 3 jours, 4 jours complets. Si on met tout ça avec une réunion à 7 heures le soir, puis une rencontre le matin, puis des téléphones l'après-midi, c'était 3-4 jours par semaine. C'était quasiment du temps plein, ça. J'avais plus de vie. Fait que là, quand je pense que je m'en vais m'asseoir sur le bord de la piscine avec mon livre, puis je prends 2 heures de break, là, puis qu'il n'y a pas de bruit, puis qu'il n'y a pas de poussière, j'ai pas de remords de conscience. Je l'ai gagné. Parce que pour se faire entendre, là, c'est bien beau que tu cries fort, mais si tu restes dans ta cour, il y avait Mercier-Ouest, quartier en santé, j'ai dit, il faut que j'aille le présenter. Il y avait le CLSC, qui s'occupe côté santé, il faut que j'aille le présenter. Il y avait, pas Sauvons Montréal, RSVP, SVP, SVP, Société pour vaincre la pollution. On est allé les rencontrer. On a rencontré la ZIP, Zone d'intervention prioritaire, qui s'occupe du fleuve. Tout ce qu'il pouvait avoir d'organismes, puis qui pouvait s'occuper d'environnement. Puis quand je dis là, une campagne électorale, bien là, c'est de partir avec mon dossier, puis aller voir, puis dire, ben toi, qu'est-ce que tu vas faire pour nous autres, là? Puis on a eu des promesses, puis dire, ah, mais ça se peut pas, on va vous régler ça. Mais y en a-tu là-dedans qui les ont au moins tenus, leurs promesses? Il y a le maire Bourque. Le maire Bourque qui est venu dans ma cuisine, puis là, je me disais, j'ai fait ça au maire Bourque. J'ai dit, le maire Doré nous avait dit la même chose en 86. Il était rendu à demander un 2e mandat quand il nous disait, bien, il n'y a rien à faire, il y a d'autres problèmes bien plus importants à Montréal que Cathy Bruno. Puis le maire Bourque qui vient dans ma cuisine, puis que lui, il me dit, on vous promet qu'à l'intérieur, d'ici la fin de mon mandat, on va avoir réglé votre problème. C'est arrivé juste, mais c'est arrivé qu'il l'a fait. Puis ça, j'ai dit au maire Bourque, moi, je vais toujours y en être reconnaissant. C'est sûr que c'est pas facile, puis c'est pas de gaieté de cœur. Parce que, comme je dis, là, mon mari, moi, là, il est déraciné. Puis il y en a beaucoup de gens, on a beau dire, on n'était pas bien, mais c'était quand même tout ce qu'on avait, puis on était là. C'était une autre vie qui était recommencée. Moi, je le prends comme faux, parce que je me dis, c'est fini, on recommence en neuf ailleurs. Le peu de temps qu'il nous reste à vivre, on va l'avoir en paix. Mais il y a plein de gens qui l'ont vraiment pas pris. C'est pas... Puis croyez-moi que les politiciens, puis quand je parle de remaniement, puis que j'ai tout envoyé mon dossier, puis que je reçois un accusé de réception, oui, on s'en occupe, puis 3-4 mois après, il y a un remaniement, puis là, j'appelle où est-ce qu'il est, mon dossier. Je rencontre M. Ménard, qui est ministre, qui était au ministère de la Métropole, Serge Ménard. Je vais dans un colloque qui avait, aussitôt qu'il y avait quelque chose qui avait un policier. Le maire Bourque, il a dû me voir dans sa soupe parce que j'étais là quand où est-ce qu'il était, parce que j'ai rappelé souvent de sa promesse. Puis que j'avais affaire à ce ministère-là, puis que je reçois des accusés de réception.
Puis là, je vais voir M. Ménard, puis je me présente, puis je dis, Madame Maillet, comité de citoyen, Cathy Bruno, ça vous dit quelque chose? Puis il me regarde comme ça, non, je m'excuse. Puis là, il regarde son attaché, puis il dit, j'ai dit, c'est drôle, vos fonctionnaires me disent que oui, vous êtes au courant, puis vous vous en occupez. Ça se rend même pas au ministre. Fait que là, t'as des hauts puis des bas. Ça a pris une menace de procès. Ben, c'est ça. C'est ça qui a déclenché. Puis je suis certaine qu'on le gagnait, notre procès. Ça a été réglé hors cours, là, puis... Ben, avec l'expropriation, si on acceptait l'expropriation, je laissais tomber. Mais autrement de ça,